Trop vu. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Je souris un peu parce que juste avant de lancer le générique, j'ai fait une petite blague de cinéphile à mon invité que vous connaissez très bien en lui disant, sait-on jamais, est-ce que tu aurais déjà vu le film qui a ce générique-là, et avant de le lancer, j'entends, je l'ai trop vu. C'est ça que tu disais, je l'ai trop vu. Absolument. Bah, qui n'a pas trop vu ce film? J'ai envie de te dire, t'as l'outrecuidance de dire j'ai trop vu Rio Bravo, mais c'est pas possible. Trop vu. En fait, parce que par moment, en fait, c'est pas mal de retrouver de la distance avec un film qu'on a vu et adoré. Je pense qu'il y a des moments, en fait, on regarde des films, que ça peut être, quels que soient ces films, hein, je pense spontanément, pour moi, à des films comme, je sais pas, La mort aux trousses, devant moi, j'ai, je sais pas, moi, Parallax View, Les chiens de paille, Une vie difficile de Dino Risi, enfin, des films que j'ai vus et revus, et par moment, en fait, on devrait faire une forme presque de diète, de cure, en fait, ou Ford, je sais que tu aimes un peu Ford, j'aime aussi un peu Ford, et ben voilà, par moment, par exemple l'autre jour, parce que je devais faire une intervention à la Cinémathèque de Corse sur L'homme tranquille de John Ford. Bon, et ben c'est très intéressant parce que c'est un film que je n'avais pas vu depuis au moins 3-4 ans. Et ça a été un très grand plaisir de le revoir, en fait, après cette espèce de temps, en fait, d'absence, quoi, ou de vacances. Et voilà, de plus connaître le film plan par plan. Et ben, c'est très agréable. Oui, mais je suis sûr et certain, mais alors là, que il n'y a pas une année où tu ne vois pas un Ford. Parce que non, voilà. Mais là, Samir, ne m'insulte pas. Il n'y a pas un mois où je ne revois pas un film de Ford. Non, mais l'année, tu te rends compte, c'est impossible. Il a fait quasiment 50 films. Donc, non, évidemment, je revois régulièrement les films de Ford, mais comme on retourne régulièrement vers des textes sacrés. Ouais, c'est ça. Et pourtant, je suis athée, mais voilà, et chacun a ses propres textes sacrés d'ailleurs. Attention, hein. Oui, ça peut être Ford, un cinéaste plus contemporain, peu importe, mais il y a pour nous d'un peu, et je pense que c'est pareil pour toi. Il y a des gens qu'on a besoin de retrouver parce qu'ils nous remettent quand même par moment les pendules à l'heure. Je crois que c'est ça. Alors, je sais plus. Alors, peut-être que tu vas je compte sur toi pour confirmer ou me contredire, mais je crois que c'était Scorsese qui disait à un moment ou à un autre, on revient toujours à Ford. Quelque chose comme ça. Je crois qu'absolument, je crois que c'est lui. Non, mais alors c'est vrai que, disons que Ford est un cas particulier parce que c'est à la fois un texte sacré qui peut être un texte personnel et on aimerait, ou en tout cas on peut penser que c'est un texte sacré pour tout cinéphile amoureux du cinéma américain. Voilà. Il y en a beaucoup d'autres, bien entendu. C'est pas le seul, hein. Mais il y a certains seront peut-être plus, évidemment, je sais pas, Howard Hawks, Lou Beach, bien sûr, et ça c'est tout à fait respectable. Mais le texte sacré, il y a quelque chose qui a un rapport avec l'intimité qu'on a avec une œuvre. C'est pas quelque chose d'académique, d'objectif, presque de l'ordre de l'érudition, du savoir. Pour que ce soit sacré, il faut qu'il y ait autre chose, en fait, dans le rapport qu'on a, me semble-t-il, avec un film. Et c'est ce quelque chose-là qu'il est impossible de partager. Oui, mais il ne faut pas que nous ayons peur aussi, et là, pour le coup, si on reste sur Ford, et on va quand même un moment parler du film qui nous réunit aujourd'hui, qui est The Neon People, quand même. Vous avez très vite compris que voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas discuté avec Jean-Baptiste. Et c'est déjà hors des rails. Ça va pas du tout. Et c'est comme ça, mais c'est bien aussi de revoir Ford et bien évidemment de le contredire un peu, c'est aussi important. Absolument, c'est ça la cinéphilie, c'est ça la véritable définition de la cinéphilie. Voilà, mais c'est ce que je disais sur c'est que disons qu'un athée qui va vers un texte sacré n'a pas le même rapport qu'un religieux qui va vers un texte sacré, hein, et ça change tout. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai quand même précisé que j'étais athée, parce que le mot sacré n'a pas le même sens pour moi que pour quelqu'un qui aurait un rapport religieux. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand on revoit des films d'une œuvre qu'on a beaucoup arpentée, quelle qu'elle soit, c'est toujours vivant. On réévalue, on revoit, certains montent, d'autres descendent, des séquences qui vous semblaient anodines deviennent d'un seul coup importantes. Et je pense que le rapport est sacré tant qu'il est vivant et qu'il peut bouger, y compris dans ce que tu dis, dans la contradiction, évidemment, et heureusement.
Je veux dire, il n'y a rien d'intouchable en réalité. Exactement, exactement. The Neon People, c'est ton dernier film qui est sorti il y a quelques jours, qui est sorti le 22 Ouais, octobre. mercredi. Et je te prie de bien vouloir m'excuser pour le retard. Mais en tout cas, le film existe, il est bel et bien là. Et c'est un documentaire dans une filmographie où il y a, je vais quand même les citer parce que c'est très important et je vais faire des connexions avec ces films-là un peu plus tard dans la conversation et tu comprendras pour quelles raisons. Je cite par exemple We Blew It en 2017, En ligne de mire, Comment filmer la guerre en 2016, puis il y a eu un peu plus tard en 2019 le film sur Dario Argento. J'aime bien les sous-titres, Soupir dans un corridor lointain, et puis Michael Cimino, tu étais venu pour en parler, Un mirage Absolument. américain en 2021, et là, on passe pas forcément à autre chose, on va en reparler, on expliquera pour quelles raisons, mais la première question que j'aimerais te poser avant de montrer la bande-annonce, en faisant des recherches, tu disais par rapport à la critique, parce que c'est tellement une évidence que j'oublie quand même de te présenter, désolé, mais tu es à la base, avant tout, critique de cinéma, et c'est important pour moi de le dire. Et tu disais que la critique, si je ne me trompe pas, doit être claire, je le note, je le cite, claire, directe, sans jargon. Et là, je me suis posé cette question parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait, des critiques de cinéma qui, aujourd'hui, en tout cas, des critiques de cinéma, soit de notre génération, bon, on n'a pas le même âge, mais on est quand même un peu de la même génération, qui ont installé un dispositif assez régulier de fabrication d'images. Il y en a très peu, il y en a très, très peu. Et ce qui m'intéresserait, est-ce que tu cherches finalement la même clarté dans les images que tu fais depuis 2016 ? Écoute, alors déjà sur la critique, ta question est vaste. Hein. Tu as presque ouvert une boîte de Pandore. Donc je vais essayer de la contenir, hein. Même si tout le monde a vu la fin de Kiss Me Daddy de Robert Aldrich. Non, la question de la clarté, mais ça, je dirais que c'est au fil des années. C'est-à-dire que moi, quand je commence à faire de la critique, il y a maintenant longtemps, je m'essaye, voilà, je fais mes premières armes. Cette question de la clarté, de la lisibilité, de l'évidence, de la ligne claire, comme on parle de la ligne claire en bande dessinée, elle m'occupe pas du tout au tout début. Au début, c'est arriver à écrire, à mettre en forme une pensée qu'on peut avoir vu suffisamment, je dirais, de films ou avoir lu suffisamment de textes pour pas dire trop de bêtises, essayer de s'approcher à peu près du sens d'un film, etc. Et puis, en fait, au fil des textes, et je dirais surtout au fil des livres, plus précisément, qui est quand même un exercice à la fois qui a des points communs avec le geste critique en tant que de texte, hein, quelle que soit la taille du texte d'ailleurs. Au fil des livres, je me suis rendu compte que rien ne valait la clarté, parce que on connaît cette fameuse phrase évidemment qui est de Boileau, si je dis pas de bêtises, hein, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et quiconque a commencé à écrire des textes, que ce soit dans des mémoires à l'université, dans des critiques de cinéma, etc., on sait que plus quelque chose est clair en fait dans ta tête, hein, autrement dit, plus tu as élucidé clairement quelque chose, plus la forme littéraire, donc le style qui vient, l'est aussi en réalité. Et on se rend compte rétrospectivement, quand on lit des livres qu'on a pu écrire auparavant, combien par moment la forme un peu jargonneuse, alambiquée, dire par exemple, plutôt que dans le plan ou dans le cadre, dire diégétique, et il y en a comme ça des milliers, hein, des mots comme ça, en fait c'est souvent d'une certaine manière le phoné ou le cache-sexe d'une pensée qui n'est pas claire. Moi, j'en suis intimement convaincu de ça. Et quand tu as sans doute les mêmes amours que moi en termes de grands textes critiques, ce qui m'a toujours fasciné moi, en fait, c'est la clarté. Et pour moi, peu à peu, on se convainc que la puissance en fait de la critique, et donc par moments, ça peut passer par des livres, elle doit passer par une forme de clarté, à savoir ne laisser personne au bord du chemin, sous prétexte qu'on n'aurait pas telle référence, mais aussi bien cinématographique que philosophique, enfin peu importe. Hein. Et moi, je pense que cette clarté, c'est une sorte d'horizon. On l'atteint jamais complètement. Et heureusement d'ailleurs. Et moi, je vois au fil des livres que j'ai pu écrire combien je me suis peu à peu un peu débarrassé
en fait, d'un jargon inutile, de références qui ne servaient à rien, la façon par moment d'adosser un texte à des références. On se dit, mais à quoi sert la référence, sinon fondamentalement à dire qu'on a lu tel texte, ou alors à légitimer quelque chose en lui qui serait de l'ordre par exemple du cinéma de genre, en lui adossant une référence très noble, très très lourde, et peu à peu en fait quand on vieillit on laisse un peu tomber tout ça tout simplement, et puis c'est comme un dirigeable, hein. Quand on enlève les sacs de sable on va plus haut, tout Ouais. simplement. Et tu cites tes livres, je peux te donner un exemple extrêmement précis pour moi, là pour le coup qui est drôle, qui est qui est mon rapport, mais c'est le cas avec d'autres, mais là il se trouve que c'est devenu l'objet d'un livre, mon rapport à Carpenter. Carpenter, c'est vraiment le tout premier livre que j'ai écrit avec Luc Lagier en 98, je suis encore étudiant en cinéma, et donc ce livre, je dirais, il a tous les défauts et les qualités, toutes les, par moments les fautes et en même temps la sincérité d'un premier livre. C'est-à-dire que quand au fil des années, ça m'est arrivé de rejeter un coup d'œil à ce livre. C'est pour ça que j'avais vraiment refusé qu'un éditeur quelconque le réédite tel quel, parce que je le voyais encombré de tout ça, de références universitaires, de plein de choses, etc. Mais à la fin, qui obscurcissait la clarté en fait de mon rapport à Carpenter. Mais à l'époque, je n'avais pas les idées aussi claires sur Carpenter que je les ai aujourd'hui. Donc, on n'y peut rien. Il faut que le temps passe. Il faut que ça décante. Et en fait, quand j'ai fait mon dernier bouquin sur Carpenter, ça a été donc 25 ans d'écart entre les deux livres. Hein. Alors ça a été un moment absolument passionnant et presque un cas d'école par rapport à ce que tu dis sur cette espèce de clarté. Je me suis dit non, on ne va pas republier ce livre-là pour plein de raisons. Et je me suis dit, à force de refuser, de dire non, on ne va pas republier ce livre-là, je me suis dit, mais tiens, si aujourd'hui, je revoyais tout Carpenter, mais dans le voilà, et j'ai passé quelques nuits comme ça à revoir Tour Carpenter, qui sont des films que je connais quand même plutôt par cœur, que j'ai montré évidemment au fil des années, et peu à peu j'ai repris des notes un peu toutes les nuits comme ça, je revoyais Assaut, Prince of Darkness, Christine, et m'est apparu en fait que toutes les notes que je prenais, il n'y avait pas une note qui était déjà, ou une idée qui était déjà présente dans le premier livre. Et quand je suis parti sur le livre, je me suis dit, le livre n'a de sens que si je l'écris rapidement, que le principe de clarté doit vraiment présider à tout, c'est-à-dire qu'il doit être lu absolument par tout le monde, lisible par tout le monde au départ. En fait, la lisibilité, en fait, elle concerne l'endroit à partir duquel on s'adresse à quelqu'un. Un texte abscon, disons qu'on se détache ou on se prive d'un tout un type de lectorat, d'une certaine manière, à qui n'a pas les codes. Voilà. Et donc, il y a déjà un entre-soi qui se fabrique. C'est-à-dire que cet effet d'alter ego, effectivement, le diégétique, le profilmique et les références par-ci et les références par-ça. Donc, il y a plein de gens qui seraient potentiellement hyper intéressés, qui ont le même œil, mais qui n'ont pas accès à ce texte parce qu'ils n'ont pas les références au sens académique et bourgeois du terme, j'ai envie de dire. Et donc, je pense que en vieillissant, en grandissant ou en mûrissant, c'est ça qu'il faut intégralement dégager. Et je pense que, et encore plus aujourd'hui, il est très très important de pouvoir être lu. En tout cas que n'importe qui entre dans le livre de façon accueillante. Après, on peut l'emmener très très loin, mais le point de départ est important. Si on l'exclut d'emblée, c'est ça. Et donc, je me suis retrouvé à faire ce livre, d'où le titre Back to the Bone, de telle manière, qui était un retour à l'os. Et cet os, c'est la clarté, c'est la ligne claire. Et arriver en fait à mettre des mots, mais je n'aurais jamais pu faire il y a 25 ans, les plus clairs possibles sur mon rapport à Carpenter. Donc ça a été d'abord un plaisir à faire, mais presque encore une fois un cas d'école, puisqu'on revient sur un sujet qu'on a déjà traité, et on voit en 25 ans combien, de cette manière, on a ce rapport en fait à changer. Donc cette clarté-là, elle est devenue importante pour moi. Alors après, tu me dis, est-ce que quand tu fais un film, alors je pense que c'est pas que c'est plus compliqué, c'est que ça supposerait qu'aujourd'hui, disons que la lecture d'un film ou des plans ou des images, elle soit aussi aisée pour tout le monde. Hein. Or, moi, je pense que, peut-être qu'on en parlera après, je pense que la multiplication des images aujourd'hui, que ce soit via YouTube, TikTok, Instagram, etc., en fait, a produit une série aujourd'hui d'images concurrentes aux images de cinéma. Et quand je dis concurrentes, c'est par moments presque qui sont des images dominantes.
en réalité. Et, me semble-t-il, on vit aussi dans un moment paradoxal où jamais des gens n'ont été autant braqués sur des images. On prend le métro, des trains, des avions. L'activité principale, on a presque le sentiment par moment aujourd'hui de nous tous, c'est d'être pendant 3 à 4 heures par jour devant un portable à scroller. Des images en format vertical, etc. Et que donc on est dans l'image. Alors, notre ami Serge Danet aurait parlé du visuel, d'une certaine manière, ou de la télévision sur petit écran, mais l'image de cinéma, le plan, la durée, est quelque chose qui s'est aussi un peu éloigné. Et moi, je le vois, le rapport au plan est moins évident. Ça veut dire que on va faire un film et je ne suis pas toujours convaincu, et c'est notamment le cas dans Neon People, que certaines choses qu'on essaie de mettre en place, certains mouvements de caméra, certains effets de montage, certains cadres ou autres, en fait, soient perçus de façon aussi claire en dehors de la communauté. En fait, c'est ça. Et moi, je le vois bien dans les rencontres que je peux faire, où par moments, je me retrouve à avoir ma double casquette réalisateur critique. Où je passe en permanence de l'un à l'autre, faisant par moments, d'une certaine manière, pour moi-même, l'exégèse de mon propre film, en me disant, voilà comment on a les plans, voilà ce qu'ils sont censés signifier, voilà ce qu'on a travaillé, en fait, d'une certaine manière. Même si je n'oppose pas du tout les deux, faire des films étant qu'une autre manière, un autre moyen de faire de la critique, ça, pour moi, il n'y a pas du tout de rupture entre les deux, quoi. Écoute, je vais passer il y a déjà 2 questions dans ma tête. J'avais envie de rebondir là maintenant d'emblée, mais on va Même quand même. plus. Oui, tu me connais. Mais on va quand même montrer la bande-annonce et tout de suite après, je vais te poser 2 questions par rapport à tout ce que tu viens de dire et qui a bien évidemment des questions qui ont bien évidemment un lien direct avec ce film qui est sorti, je rappelle, le 22 octobre. Je montre la bande-annonce et on en parle après. C'est parti. Wake up. People around here, they really don't like the homeless at all, so I have to get inventive and find these little secret places, There's a couple other people that they kept telling us, come stay down in the tunnel with us. It's, it's safe, there's no cops. We've been out here for, this is more of my home out here. My family's out here, my people. When you're new, you have to kind of learn the rules. Respect everyone's space, respect everyone's stuff. I actually have nightmares about it. You being found in a trash can months later. Yeah, we definitely want to move out of here. I gotta pull my head out of my ass. What are you doing, Bubba? Some folks go. Police are coming. Oh, these are coming. We are invisible, and that's how I like to be. Back to the word adapt. I adapt well. Been lost for so long, and I just don't want it anymore. Généralement, quand tu te lances dans une entreprise dans le projet de faire un film, c'est comment tu peux définir le déclic qui, à un moment, va te faire sortir de là où tu es, de ta position géographique, voire même peut-être morale ou sociale, et d'aller faire le film. Et là, en l'occurrence, avec The Neon People, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce besoin, ce désir d'aller là-bas et de les écouter et de les filmer et faire autre chose aussi en parallèle? Écoute, en fait, en 2 mots, l'idée du film, en fait, elle remonte en gros à 2016-2017 au moment des repérages de We Blew It. J'avais en gros rencontré, alors que je faisais une pause à Las Vegas, dans le Las Vegas historique, voilà, pour le coup, de Dean Martin, de Frank Sinatra, du Rat Pack. J'avais rencontré un homeless qui était un vétéran de la guerre du Vietnam et qui m'avait dit à l'issue de la discussion qu'il ne dormait pas dans la rue, mais qu'il dormait dans les tunnels. Et à l'époque, je n'avais pas embrayé. Ça m'est resté dans la tête, donc il y a quasiment 7-8 ans. Et quand je suis revenu, évidemment, à sa remarque, je me suis dit, mais
qu'est-ce que m'a raconté ce type en me disant qu'il dormait dans les tunnels. Donc moi j'ai mené ma petite enquête depuis Paris, etc. Et je dirais que ce qui m'a tout de suite fasciné, je dirais il y a deux choses. Il y a pas d'hiérarchie dans ce que je vais dire. C'est pas dans l'ordre. C'est d'abord une idée de cinéma évidente. C'est-à-dire qu'on est dans une ville qui est une ville Las Vegas. Moi, c'est le troisième film que je trouve aux États-Unis, et je dirais que il y a quelque chose qui m'excite, qui me parle, qui me donne envie de bouger, de poser la caméra aux États-Unis. J'ai le sentiment que quand je suis là-bas, je ne cherche pas le cadre. Il y a quelque chose qui me parle immédiatement. Voilà, c'est quelque chose là pour le coup de très personnel, lié sans doute au cinéma américain, à mon rapport aux images, au fait que je passe quand même pas mal de temps là-bas, etc. Je ne te dirais pas ça, par exemple, je sais pas, d'un pays comme la France. Je mets la Corse de côté. Ça ne m'excite pas. Ça ne creuse pas en moi un désir, y compris les paysages, d'être filmé. Aux États-Unis, je suis sans doute sensible au rapport, je dirais, métaphysique à l'espace, à cette espèce de mélange toujours entre, d'un côté, les États-Unis, c'est une société où on est toujours coincé entre le futurisme et le tiers-monde. En fait, c'est ça et de certaine manière, Neon People et Las Vegas, c'est ça. Au-dessus, il y a le futur, et qui est peut-être même notre futur d'ailleurs, ou alors un présent extrêmement proche. Et en dessous, c'est pire que le tiers-monde. Et il n'y a pas, en fait, de juste milieu, d'une certaine manière. Et donc, c'est un désir de cinéma, parce que je sais tout de suite qu'en fait, que visuellement, ma fascination pour les villes américaines, en fait, va être tout de suite doublée d'une espèce cette espèce de souterrain, hein, tous ces tunnels qu'on peut voir. Et en fait, je sais qu'il y a des plans qui vont dire ça. C'est-à-dire que dans le même plan, je pourrais avoir par exemple la surface et les souterrains. Et en fait, j'ai même pas besoin de le dire, pas besoin d'avoir de dialogue ni rien. Il y a une forme c'est presque éclatant, je dirais, esthétiquement et donc politiquement. Tout de suite. Après, c'est une aventure humaine, c'est-à-dire que on est d'abord, je pense, il y a une part de soi qui est sans doute intéressée par l'inconnu à élucider, les gens des tunnels, les gens qui vivent sous terre. Il y a une longue histoire je dirais, de notre imaginaire et de la pop culture liée à ça, et on est malgré tout héritier de ça. Notre cerveau, il est tapissé d'images. On a lu Jules Verne, on connaît les théories de la Terre creuse, on a vu les zombies. Je veux dire, ce qui est sous terre, a priori, nous inquiète, nous interroge, on ne va pas voir ça, en fait. Et ça, c'est d'abord, évidemment, d'où le fait, peut-être qu'on en parlera, que le film commence avec une séquence qui épouse exactement cette position extérieure de quelqu'un qui va rentrer sur un territoire inconnu, autrement dit, qui s'ouvre par une séquence qui doit absolument épouser le lieu commun et le cliché qu'on a tous et que j'ai eu au début. Et il faut être raccord avec ça. Je ne commence pas le film en étant de cette communauté, familier, etc. C'est d'abord un regard extérieur, de manière qui va se poser sur cet intérieur, sur cet autre monde, si on veut. Et donc évidemment, parlant de cet imaginaire de la pop culture, arrive forcément le cinéma de genre dont tu parlais. On parlait évidemment de John Carpenter, de Romero, de Larry Cohen. Et évidemment, littérature, Jules Verne, Les Indes Noires, plein de films. Et donc, c'est un mélange à la fois, je dirais presque, de désir de cinéma, pur et dur, hein, d'excitation d'un imaginaire qui, depuis toujours, mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on partage, est à la fois effrayé et fasciné par des monstres qui vivraient sous terre. Hein, cette idée, on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Et puis ensuite, c'est une aventure, c'est une évidence de le dire, mais quand même humaine. C'est-à-dire que passer des semaines et des semaines avec ces gens-là, sous terre, dans ces conditions-là, on n'en ressort pas, enfin j'espère, disons, complètement indemne. C'est-à-dire que ça te fait bouger de certaine manière. De cette manière, voilà, faire des films, c'est vieux comme le monde, mais c'est aussi aller à la rencontre des autres, c'est faire du voyage. Enfin, ça, c'est absolument capital. Et Dieu sait que une ville, Vegas, que je connais plutôt pas mal, mais quand on y va en touriste, en passager, en surfeur, en fait, on ne voit rien du tout. En fait, et là, moi, ce qui m'a intéressé, c'est évidemment la rencontre avec ces gens-là. Alors après, tu peux me dire, oui, c'est une communauté qui renvoie à la fois
à la politique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça raconte de l'Amérique d'aujourd'hui, je dirais même de notre société capitaliste, mondialisée d'aujourd'hui. Hein, et en même temps, par moment, on parlait de Ford tout à l'heure, il y a toujours un truc de Fordien, ça reste une communauté fordienne qui se pose des questions, qui on fait rentrer, qui on exclut, comment on fait pour survivre, hein, quelles sont nos propres mythologies. Donc voilà, ce qui va. Et la dernière chose, pour être tout à fait complet, c'est que moi je pars en repérage pendant 1 mois et demi avec mon ingénieur du son, déjà pour voir si un film est possible, parce que c'est. En quelle année? C'est important, je pense, de en dater. 2020, en 2023. Voilà. En 2023. Parce que là, tout ce que je te raconte, ça reste extrêmement théorique. Depuis Paris, moi, je passe pas mal de temps avec un ancien journaliste de Las Vegas qui a une 12aine d'années, en fait, à explorer les tunnels pour tirer un livre qui s'appelle Matthew O'Brien, qui a écrit Sous les néons. Donc, je passe beaucoup de temps au téléphone et en visio avec lui. J'ai mon imaginaire qui est chargé d'images, de clichés, de lieux communs, d'archétypes. Mon producteur est excité exactement comme moi par le projet. Maintenant, contrairement au film précédent, il y a une question extrêmement pratique de faisabilité du film. Ça veut dire quoi de rentrer avec du matériel professionnel, une équipe de 4, il fallait qu'on soit vraiment un nombre extrêmement réduit, mais rentrer avec je sais pas, une mini Alexa, des optiques anamorphiques pour faire un film de cinéma dans des tunnels, dans des conditions de sécurité et sanitaires qui sont quand même redoutables, et surtout où sont les gens, est-ce qu'ils vont accepter d'être filmés, etc. Et moi, ce qui m'a convaincu, 2 choses. Un, peut-être qu'on en reparlera après, mais la question du scope et la question de je dirais, esthétique était une condition sine qua non pour moi du film. Hein, je veux dire, on pouvait discuter effectivement du budget, du nombre de jours de tournage. Il y a plusieurs variables pour réduire, par exemple, un budget de film. Par contre, il y a quelque chose pour moi qui était non négociable, c'est que le film allait être tourné en scope dans des conditions, je dirais, avec beaucoup de guillemets, dans des conditions de film de fiction. Ça, c'est la condition, mais je dirais, liminaire pour moi au film. Et l'autre chose, c'était... tu as vu le film, tu as vu le genre de personnage que ça peut être, et quand tu les côtoies, on cumule, disons, tous les items de ce qui pourrait être le misérabilisme, le sordide, le pathos. Ils sont au plus bas d'eux-mêmes, ils sont physiquement défoncés, ils sont soumis évidemment à la drogue, qui est un véritable fléau. Ils sont, d'un point de vue, je dirais, sanitaire, pas dans des états formidables, au plus bas de leur vie. Ils ont coupé souvent les liens avec, etc. Ils vivent comme des rats dans des tunnels. Ils sont invisibles auprès des autres. Bref. Et ils ont à peu près 0 chance de s'en sortir. Parce que la réalité, elle est là. 98% des gens que moi j'ai filmés, en fait, ne s'en sortiront pas. Et d'ailleurs, un personnage dit à un moment donné dans le film, ils mourront dans les tunnels. D'ailleurs, l'ironie tragique veut que cette femme, Raven, qui a 34 ans, est morte il y a 2 mois et demi d'une infection fulgurante, en fait, dans les tunnels, et les ambulanciers n'ont pas eu le temps d'accéder au tunnel pour pouvoir la sauver. Donc, c'est cette femme qui est décédée il y a 2 mois et demi. Donc, quand tu cumules tout ça, Samir, il y a un moment, toi, tu as malgré tout besoin d'avoir une lumière. Tu vois, c'est-à-dire que si tout est noir, moi, je peux pas passer, être dans cette espèce d'état d'esprit, cette noirceur. Je peux pas être dans les ténèbres, en fait, pendant 3-4 mois, puis après, on se retrouve avec 7-8 mois de montage, enfin bref. Et il y a 2 choses qui m'ont convaincu. D'abord, évidemment, c'est l'humanité de ces gens-là. Et pour moi, tout le film était évidemment, peut-être qu'on en parlera après, un travail sur la révélation de l'humanité et, disons, la façon dont la monstruosité a changé de camp entre le début et la fin du film. Et leur espoir, toujours chevillé au corps, cette certitude absolument américaine que demain sera un autre jour. Hein, ce qui est à la fois faux et pas vrai, mais c'est une illusion qui les construit. Et puis, il y a un moment, ce que dit Mississippi. Qui date de Capra. Absolument. Mais qui est encore aujourd'hui, en 2020, 23, 24, 25, avec des gens dans des situations sans doute les pires possibles, est encore un moteur et un carburant. Hein. Je veux dire, demain sera un autre jour. Peut-être que demain n'arrivera jamais. Il n'empêche que ça structure en fait leur façon de voir leur présent et leur avenir. Et puis, quelque chose d'extrêmement important qui est, ça c'est l'individualisme et la liberté, mais en tout cas l'individualisme américain, à savoir cette idée que, c'est ce que dit un personnage à un moment, ce sont nos décisions qui nous ont conduits ici.
Autrement dit, aucun des personnages et des gens que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré beaucoup par rapport évidemment à ceux qui sont dans le film à la fin, aucun ne m'a jamais dit si je suis là dans cette situation aujourd'hui, c'est de la faute de X ou Y. C'est de la faute de mon ex-copine, de mon employeur, c'est la faute de l'État, du gouvernement, etc. Non, c'est de ma faute. Et donc, comme ils pensent que c'est absolument de leur faute, ça c'est quelque chose de profondément américain, ils pensent aussi que leur salut ne viendra que d'eux. Comme ils sont responsables, en fait, ils n'attendent des autres rien d'autre en réalité. Hein. C'est à eux, en fait, de trouver les ressources, les moyens de s'en sortir. Donc ça crée, c'est un drôle de mélange entre d'un côté, on pourrait dire une situation objectivement catastrophique, et on pourrait égrener vraiment toutes les difficultés, les obstacles au fait qu'un jour ils s'en sortent. C'est absolument monstrueux. Et malgré tout, il y a toujours cette flamme. Et ça, quand j'ai pris conscience de ça en passant du temps avec eux, je me suis dit, là, je peux faire le film. Je peux faire le film, c'est-à-dire que en fait, ils me donnent tous à leur échelle, en fait, intime ou collective, ils me donnent une porte de sortie. Ils me disent, il y a un bout du tunnel, il y a une sortie. Elle est mentale, elle est visuelle, etc. Mais je sais que le film, il peut tranquillement, en fait, se diriger vers le bout du tunnel. S'il n'y avait pas cette lumière au bout du tunnel, d'une certaine manière, je pense que j'aurais pas fait le film. Mais est-ce qu'à un moment, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire en fait. Oui, il y a le cinémascope, effectivement. Et le cinémascope renvoie à pas mal de choses. Utiliser le cinémascope pour filmer des tunnels assez étroits, bon, déjà, ça dit aussi quelque chose. Et j'avais noté aussi qu'il y avait une espèce d'envie, peut-être, là je suppute, mais j'avais l'impression qu'il y avait une envie de donner une espèce une grandeur de film d'aventure, mais aussi de coller à la forme des lieux. Petit 1. Petit 2, que tu le veuilles ou non, on voit un film, d'emblée d'ailleurs, le générique du film, Las Vegas, une musique, et avant le titre du film, il y a marqué réalisé par Jean-Baptiste Toré, ensuite le titre du film, puis le générique, et à la fin, tu reviens sur écrit et réalisé par... Et on ne peut... en connaissant aussi ton parcours, on ne peut pas ne pas s'empêcher de faire des connexions. Peut-être qu'on a tort. Quand je dis on, alors je veux dire j'ai tort avec le cinéma. Et donc, effectivement, tu l'as très bien dit, il y a Capra, il y a Wellman avec Les Mendiants de la Vie, il y a Berkeley aussi dans les années 30, il y a pas mal de choses comme ça. Et il y a Kim Vidor aussi. Et c'est là où je veux en venir. Le film s'ouvre sur une séquence où, bon, quand je la regarde, quand je la découvre, j'ai l'impression qu'on va aller voir les zombies. Donc, moi, ça me fait penser à Roméo, mais surtout à Carpenter. Le cinémascope. Et à un moment, je me dis, mais est-ce que le film, finalement, va permettre à la base, l'approche, la cinéphilie du réalisateur de mettre ça de côté et à un moment de regarder ces personnes. Et quand je vois le cinémascope, je me dis, mais je vois à peu près pour quelle raison, mais est-ce que ça te permet réellement de les regarder, ces personnes, et donc de les suivre et d'aller jusqu'au bout? Et je me suis même à un moment posé la question, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout de ce tunnel? Parce qu'on a oublié j'ai oublié de le dire, mais c'est pas un tunnel qui fait 25 mètres. On n'est pas dans ça. Je crois que c'est 700 ou 800 km, quelque chose. 800 km de tunnel sous la ville, en fait, qui se prolonge dans tout le désert du Nevada. C'est en fait, on pourrait presque dire que c'est une contre-carte. C'est un contre-territoire, en fait, sous la ville, en réalité. C'est ça. Et là, à un moment, je me dis, mais est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Et je me suis dit, s'il va jusqu'au bout, c'est comme s'il sortait, il se démarquait de tout ça et aller voir l'inconnu, quoi. Et là où je veux en venir, et c'est absolument pas un reproche, c'est vraiment des questions, enfin, c'est plus ça peut peut-être avoir un style un peu provocateur me concernant, mais je me suis dit, est-ce que tout ça, est-ce que c'est des choses qui se sont emparées de toi ou tu as pu pouvoir gérer ça pour les voir? Parce que c'est vrai que le cinémascope est très déstabilisant au début. Bon, après, bien évidemment, on voit quand même que tu les écoutes et c'est important. Mais c'est très déstabilisant et ça peut dire aussi quelque chose de ce rapport. Oui, bien sûr. Ce rapport à ces Alors écoute,
Tu as dit beaucoup de choses, Samir. Donc, je vais essayer de... Tu sais que c'est comme les hommes politiques qui notent des petits points pour ne pas oublier des choses dans leurs réponses. Donc, alors, le cinémascope, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était une certitude absolue. Ça, pour le coup, j'ai pas hésité. Je me suis pas dit pourquoi, pour peut-être du 1,85, du 1,37, etc. Alors, il y a plusieurs. La réponse sur le cinémascope, il y a plusieurs raisons. La première, elle est, je dirais, elle est très pratique. Elle est même presque très concrète. Les tunnels, en fait, le format, quand tu rentres dans un tunnel, le format, c'est grosso modo un format 1,33. C'est comme une sorte de carré. Voilà. Donc, intuitivement, ou on aurait tendance à se dire, puisque le tunnel est de format carré, je vais plutôt prendre un format qui se rapproche au maximum du format du tunnel. Tunnel carré, format carré. Disons 1,37. Bon. Je suis pas grand amateur des formats 1,75 à 85 qui me semblaient toujours en fait des espèces de formats du milieu, en fait au fond d'une forme qui n'a pas su trancher entre le 1,37 et le 2,35. Mais bon, prenons ça. Donc, si j'utilise du 1,37, je vais donc filmer les gens dans les tunnels qui se déplacent, etc. Et parce que c'est du 1,37, ces personnages-là vont être centrés. Ils vont occuper le centre du cadre en permanence, hein, de fait. Et ça, je ne peux pas y échapper, puisque je vais me retrouver avec un format carré, avec des gens qui se déplacent à l'intérieur, etc. Donc ça, c'est le réel. Mais tu sais bien que moi, je fais une immense différence entre le réel et la vérité. Le réel, c'est ça. Donc, si je filme en 1,33 ou 1,37, je vais avoir des personnages qui vont être au centre du plan, qui vont donc procurer esthétiquement, enfin, visuellement et esthétiquement l'impression qu'en fait, ils sont au centre dans cet espace-là, qu'ils le maîtrisent et que cet espace est centré autour d'eux. Hein, vieux truc américain, de dire voilà cette idée d'un personnage qui occupe le centre du cadre, d'une certaine manière, et d'un monde qui est centré autour de lui. Or, quand tu passes du temps avec ces gens-là, quand tu passes du temps à arpenter les tunnels, et on a fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, tu te rends compte que leur situation spatiale, leur placement dans l'espace, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont toujours peur de ce qui arrive par derrière, de ce qui arrive par devant. Il y a une immense instabilité de ces personnages-là, et notamment à cause du noir, de ces personnages-là dans l'espace et le cadre. Autrement dit, le 1,37, il est juste d'un point de vue architectural, mais il est faux du point de vue de la vérité de leur expérience. Leur expérience, c'est on est dans des tunnels, on est perdu, on est décadré, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment progresse ce dédale, etc. Donc le scope devient un moyen artificiel, parce que personne ne regarde dans la vie en cinémascope, devient un moyen artificiel de retrouver la vérité de leur situation, en fait, de leur rapport à l'espace, au tunnel, leur rapport inquiet, fragile, dangereux, décadré, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui. la première raison, en fait, du cinémascope, elle est contre-intuitive de ce point de vue-là, parce que si j'avais filmé en 1,33, j'aurais été conforme au réel, mais faux du point de vue des personnages. Hein, et donc, moi, j'avais besoin de trouver, en fait, une forme qui, d'une certaine manière, révèle la vérité de leur rapport à l'espace, leur rapport entre eux. L'autre chose que tu me dis, c'est effectivement la question esthétique, parce qu'on arrive évidemment, qui dit scope, dit, disons, quoi qu'on en pense, un choix qui passe pas inaperçu, c'est-à-dire que dans le sens une forme d'affirmation esthétique. Après, donc, on sait bien combien je dirais la critique et la théorie française a toujours été, peut-être un peu moins maintenant, mais traversé par ces éternels débats sur la fiction et le documentaire, limite d'ailleurs à laquelle moi je ne crois pas à titre personnel, peut-être qu'on y reviendra, mais bon, et si on reste dans le cadre du documentaire, il y a cette idée que comme une belle image sur des gens pauvres, pour faire court, est problématique. Hein, autrement dit, des gens dans des situations sociales difficiles, qui sont les gens des tunnels, sans doute une version extrême de tout ça, il y a quelque chose de la critique, du cliché, de la morale qu'on reconduit, qui nous dit on ne peut pas esthétiser, c'est le terme souvent, ce qui est souvent entendu comme un terme péjoratif, on ne peut pas esthétiser les hobos de William Wellman ou les gens des tunnels. Alors moi, je pense exactement le contraire. C'est-à-dire que je pense que, pour faire court, pourquoi est-ce que Brandy, Scott, JJ, tous les gens des tunnels n'auraient pas le droit d'être filmés comme Nicole Kidman? Qu'est-ce qui fait
que j'ai pas le droit de leur offrir cet écrin, cette dignité, et je dirais même d'ailleurs cette dimension mythologique. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse à un moment, c'est que Brandy, il y a des Brandy partout. Brandy, elle devient à un moment, enfin je pense que c'est le personnage principal du film, c'est le fil rouge d'une certaine manière du film, elle devient iconique de quelque chose. Elle devient à elle seule toutes les Brandy d'une certaine manière. Ça doit être mon vieux fond fordien, c'est qu'elle incarne d'une certaine manière cette communauté-là. Et donc, non seulement l'esthétisation, pour moi, n'est pas un problème, mais je dirais même qu'elle est éthiquement nécessaire. C'est-à-dire que l'idée de Jean pauvre, image dégueulasse, Jean riche, image clean, c'est quelque chose qui m'a toujours, en fait, dérangé d'une certaine manière. C'est pour ça que moi, j'ai pas du tout le sentiment de faire un coup de force en me disant, oh là là, on va faire du scope sur cette situation-là. Non, ça m'a semblé totalement naturel pour me mettre à la hauteur de l'humanité et de la puissance de ces gens-là. Et c'est même presque une question de cette manière de respect. Et je dis ça parce que le film, je leur ai montré aux gens des tunnels. Et je leur ai beaucoup expliqué avant ce que je voulais faire. Et pendant le tournage, très souvent, avec mon chef opérateur, Colin Lévesque, on avait le combo, cette espèce de petit écran vidéo, auquel on a un retour de ce que filme la caméra, ce qui n'était pas le cas à l'époque du 35. Enfin, maintenant, avec le numérique, c'est possible. Et donc, très, très souvent, en fait, non seulement, moi, l'idée, c'était d'impliquer les personnages, peut-être qu'on en parlera après, hein, comment ils se sont appropriés, en fait, le film, mais je voulais d'abord qu'ils s'approprient l'esthétique du film. Hein. C'est-à-dire que cette idée que je leur montrais régulièrement, après qu'on ait tourné une séquence, je montrais à Brandy, aux autres, je dis voilà ce qu'on vient de tourner, voilà à quoi tu vas ressembler en fait en cinémascope. Et ça, je voyais toujours dans leur œil, de certaine manière, à la fois une surprise et une forme, je dirais pas de gratitude, mais comment est-ce qu'on arrivait en fait en passant par l'esthétisation qui est ultra, en fait, le film est ultra esthétisé. Évidemment, y compris d'ailleurs le scope, y compris les lumières. Toutes les lumières sont trafiquées dans le film. Hein. Les lumières bleues électriques, le jaune, le orange, etc. On a vraiment intégralement, on pourrait dire, refaçonné en fait l'espace à l'intérieur. Et il y a même deux choses. Pardonne-moi de t'interrompre, mais non, je t'en prie. Tu m'en voudras pas. Il y a même deux moments. Il y a un moment où vous êtes en train d'écouter l'une des protagonistes, et puis on comprend que en fait, il va se passer quelque chose que vous n'aviez pas soupçonné, voire même c'est que les flics arrivent. Et il y en a un qui vient et qui vous dit, c'est en plan fixe, il vous dit à vous, et moi je le vois, il faut éteindre les lumières. Le réel dit à la fiction, ça suffit. Bien sûr. Ça suffit. Bien sûr. Et ça, mais en même temps, bon, il y a 2-3 plans après qui arrivent, mais on revient à ce même plan. Là où je veux en venir, c'est que c'est intéressant, et pardonne-moi de revenir à des questions de dialectique, ce qui ne veut pas dire pour autant que ce que j'ai vu ne me tient pas en haleine, absolument pas, mais tu vois très bien où je veux en venir, je n'ai pas à justifier, tu comprends. C'est intéressant de voir que le fait que le dérochage se fait avec eux, si j'ai bien compris, et qu'il y a comme ça une sensation de faire partie d'une fiction. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que, et c'est pour ça que je reviens sur le fait que tu disais, il n'y a pas de différence documentaire-film. Et c'est intéressant de se dire que, voilà, il y a fiction. Je peux être un personnage de fiction, et ce qui renvoie à beaucoup de choses. Mais le film est traversé surtout par ça. Ce côté fiction, documentaire, qu'est-ce que j'en fais? Et à un moment, et juste, je termine, et à un moment, je t'avouerai, je me suis dit, mais il y a un moment, celles et ceux, pour autant qui sont là pour faire ces images-là, mais ils ne peuvent pas ne pas être rattrapés par le réel. Et comment je fais pour gérer ça? Comment je fais pour discuter avec ces personnes? Comment je fais pour faire en sorte que ces personnes finissent par accepter d'être dans ce film? Comment je fais et comment j'en sors de tout ça? Parce qu'à un moment, l'esthétique, la cinéphilie, tout ça, ça devient du bullshit. Bien sûr, évidemment. En fait, ne compte à la fin que le film lui-même. C'est-à-dire que
évidemment que quand je suis avec toute cette bande-là, on n'est pas en train de parler de John Ford et de John Carpenter, même si eux voient des films, attention, hein, mais à la fin, on fait un film. Bon, la différence documentaire-fiction, dès qu'on pose une caméra, on fait un choix, qu'on soit du côté du documentaire ou de la fiction. C'est-à-dire que, voilà, je décide de cadrer ça plutôt que ça. Je décide de monter cette image après l'autre. Je suis dans un processus de fiction, autrement dit, de réécriture ou d'écriture du réel. Pour moi, il n'y a pas de réel. Mais je le dis très honnêtement, sincèrement, que je ne comprends pas ce que c'est que le réel. Voilà. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à transfigurer ou à trouver des moyens qui sont du côté de la fabrication, de l'artifice, etc., pour atteindre une vérité. Là, je vois à peu près ce que c'est. Je vois à peu près quand on a pu toucher une vérité d'une situation, de gens, d'une psychologie, etc. Mais le réel, y compris dans le plus, je dirais, le plus simple, le plus modeste, le plus basinien des documentaires, pour moi, ça n'existe pas. Dès lors que je pose une caméra, je fais un choix de cadre, je décide de ne pas cadrer ce qu'il y a à côté, etc. Donc, je suis pris, malgré moi, dans un processus fictionnel d'écriture. Je mets ma patte, moi, je décide que, en fait. Et inversement, quand on regarde des films de fiction, et alors là, tu parlais de William Wellman, où on pourrait parler des années 70 ou du cinéma italien ou du néoréalisme, etc. La fiction elle-même, de son côté, a toujours eu à se dépatouiller, à introduire une conversation, un dialogue avec le documentaire. Et là, je ne parle pas du cinéma de studio, évidemment. Mais dès lors que la caméra a commencé à sortir, évidemment, en 1945, en Italie, et puis ensuite en France, aux États-Unis, a commencé à sortir dans le monde réel, je préférerais ce terme-là, et ben, de fait, elle s'est mise à entretenir un dialogue avec le réel, et donc avec ce qu'on appelle le cinéma documentaire. Donc, je pense que le documentaire est toujours, de certaine manière, regardé par la fiction, tout simplement, et la fiction est toujours regardée par le documentaire. Quand on regarde un film comme French Connection, on peut regarder French Connection, par exemple, comme un formidable documentaire sur le New York de 71, indépendamment complètement de l'histoire et des personnages. Et d'ailleurs, aujourd'hui, et plus le temps passe, plus des films, et c'est vrai en cinéma italien, tout le cinéma français ou autre, documentent tout simplement, des films de fiction, documentent une réalité, documentent un espace, ce qui a eu lieu, comment les gens étaient habillés, comment il se passait. Et donc, quand je dis je ne crois pas à cette distinction, c'est que le documentaire, qu'il le veuille ou non, a affaire avec la fiction, donc, et doit négocier avec elle. Donc, plutôt que d'essayer de la maintenir à distance, qui pour moi est impossible, et comme sa visée n'est pas le réel, mais la vérité, il faut au contraire la prendre à bras-le-corps. Et combien de films de fiction nous ont dit une vérité documentaire plus forte que des films documentaires? Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais, non, mais tu vois. Mais tu vois, par exemple, quand tu t'es permis de citer 45, le néoréalisme italien, donc parlant de Rome ville ouverte, il y a la fameuse séquence où Anna Magnani se fait tuer, et il y a ce moment, si je me trompe pas, mais peut-être que j'ai un peu l'Alzheimer de mes 49 ans, bientôt 50, où il y a sa jupe ou sa robe qui est soulevée par le vent. Moi, je pense que The Neon People, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a avant, non. Mais c'est le fait que cette robe, ce tissu est soulevé par le vent et que Rossellini garde dans le montage, je crois que c'est ça qui t'intéresse. C'est ça le documentaire à ce moment-là. Je vais te dire, Samir, le truc, si tu veux, mais en même temps, c'est intéressant cette discussion d'abord parce que, en fait, d'abord, je pense qu'elle est globalement très française. Oui, que je pense que quand je dis ça, parce que c'est intéressant, c'est-à-dire que les Américains et les Italiens, en fait, se posent moins en fait cette question qui à la fin est une question morale. Et pour ça que j'ai utilisé le terme d'éthique tout à l'heure plutôt que le terme de morale, terme avec lequel je suis pas à l'aise en général. Bon, mais plutôt le terme. Donc c'est une question qui est au fond extrêmement française. Mais tu comprends bien que si tu débarques dans les tunnels,
Bon, tu ne peux pas arriver en te disant, je vais vous filmer 1 heure ou 2. Vous savez, moi j'adore John Carpenter, Michael Mann et John Cassavetes. Et il y aura, parce que dans ma tête, je dirais presque par moment à mon esprit défendant, on a chacun nos pathologies et nos cerveaux sont tapissés d'images. Donc, ça n'existe pas. Je dirais un œil qui pose son regard. Mais c'est pas tout dit, hein. Ah non, mais je suis tout à fait. Non, mais ce que je veux juste dire, c'est que ce qui était le plus important de trouver comme équilibre dans le tournage, c'était, je dirais, un équilibre entre d'un côté un geste, disons, de documentariste presque classique, du côté de l'immersion. Hein, là c'est pour ça que moi qui suis un grand admirateur des films de Frederick Wiseman par exemple, hein, c'est pas Michael Moore si on veut, hein, oui, c'est le contraire de Michael Moore. Voilà. Et encore une fois, je ne porte pas jugement. En tout cas, il y a des choses. Voilà. Disons que si je dois me trouver en tout cas une forme de filiation ou d'inspiration ou de choses que je reconnais en me disant voilà, l'immersion. Donc, ça veut dire quoi l'immersion? Ça veut dire une forme à la fois de coexistence, de confiance absolue avec ces gens-là qui, pour certains d'entre eux, sont devenus des amis. Et donc une responsabilité aussi. Je leur ai montré le film, leur point de vue était absolument capital, l'honnêteté, la transparence totale sur le projet, ne jamais voler d'images sans leur accord, etc., etc. Donc l'immersion, de manière à être invisible. Et ça veut dire quoi être invisible quand on fait de l'immersion? Ça veut dire à un moment donné appartenir au maximum à la communauté. D'abord, avant de sortir une caméra, au fond, c'est ça le truc. Sinon, il n'y a pas de film. Il n'y a pas de film, il n'y a pas les personnages, il n'y a pas le rapport, etc. Et donc, l'équilibre à trouver, c'est d'un côté l'immersion, hein, et de l'autre, ce que tu appelles, ou ce qu'on peut appeler l'esthétique ou la fiction, le travail sur le cadre, le travail sur les lumières, etc. Donc, tout le problème, c'est d'arriver à toujours, en fait, de cette manière, être prêt à capter, quand on est dans l'immersion, on est prêt à accueillir quelque chose qui n'est pas attendu. On est prêt à tout moment à se dire, je prends l'exemple par exemple de la séquence dite, enfin, pour moi, du casino, on va aller au casino. Pratiquement vers la fin du film. Voilà, je prends juste cet exemple, c'est que bon, je discutais évidemment beaucoup avec eux, on a vécu avec eux, donc je savais que de temps en temps, ces gens-là vont au casino. Bon, ce qui peut nous sembler fou, qu'on a cette situation-là, on a gagné 10, 15 ou 20 $. A priori, de mon point de vue d'Européen en bonne santé, vivant correctement, tu as envie de faire la leçon. Et ça, il n'y a évidemment rien de pire. De faire la leçon à ces gens-là en disant, attendez, vous avez 15 $, n'allez pas les dépenser dans un casino. Parce que jouer, c'est perdre. Mais évidemment, et je ne comprends pas à ce moment-là, quand je pense ça dans ma tête ou quand je dirais, je discute ou je m'engueule amicalement avec eux, que ce qu'ils achètent, c'est pas ça. Ce qu'ils vont acheter, c'est un semblant de vie normale ou de normalité pendant quelques heures à la surface. On se déguise, on se maquille, on se fond dans une espèce de foule, comme si nous aussi, on faisait partie de cette communauté des visibles à laquelle nous on appartient, et puis éventuellement l'espoir de. C'est ça qu'ils achètent, en fait. Ils achètent ce temps de normalité. Ils n'achètent pas du tout le fait ou la croyance qu'ils vont gagner. Et donc, quand ils m'apprennent, donc je sais que le casino va arriver, Brandy, qui était par moment plus qu'une partenaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait parfaitement, je prends l'exemple de Brandy parce que c'est la plus symptomatique, qui avait parfaitement compris le film et qui me donnait ça, des idées de choses qu'il faisait, est-ce que tu as envie, voilà, tu sais, on fait ça souvent, tu veux qu'on le fasse demain, et notamment toutes leurs confessions, en fait, c'est pas des choses qu'ils me répétaient qu'ils avaient dit à d'autres, notre présence, la présence de la caméra, le temps passé avec eux, la confiance installée, fait qu'ils se sont dit, même entre eux, des choses qui ne s'étaient jamais dites auparavant, en réalité. Et donc, quand elle me dit, Brandy, on va au casino, je sais le casino a lieu dans 2 jours. Bon. Nous, tu le sais sans doute, tu ne rentres pas dans un casino de Las Vegas avec des caméras de cinéma professionnelles. Ça marche pas. Bah oui, autorisation, bref, en quelques secondes à peine, tu as tout le dispositif de sécurité qui te tombe dessus, c'est interdit. Donc nous, avec Colin, Julien et Colline, donc l'équipe, on se dit, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Moi, je ne sais pas ce qu'ils vont faire quand Brandy me dit, on va aller au casino. Mais je lui dis, par contre, je sais qu'à un moment, on va arriver au casino.
Donc, il faut que nous, on anticipe ce moment techniquement parlant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver au casino, arrêter le réel et dire à Brandy et la bande, bon, écoutez les amis, il faut qu'on change de caméra, il faut qu'on change d'optique, attendez-nous, arrêtez de vivre, nous on repart dans un quart d'heure. Donc le lendemain, on va dans le casino et on se prépare en fait techniquement via notamment un iPhone, c'est les seules images du film qui ont été tournées avec un iPhone, bon, un peu customisé mais quand même, de manière à être prêt à pouvoir accueillir l'improvisation et accueillir la part de réel sans la transfigurer. Et donc, cette séquence-là qui débute au moment où Brandy est en train de se maquiller dans sa tente, on découvre exactement toute la séquence au moment où on est en train de la filmer. Exactement comme le spectateur qui va en salle, qui regarde le film, en fait nous n'en savions pas plus que les spectateurs. On ne sait pas, on est à ce moment-là pendant quelques heures intégralement à leur remorque, on les suit. Ils se maquillent, et je vois qu'elle prend quelque chose, je comprends que c'est une perruque, et puis ils vont sortir sur le wash, et puis ils vont aller acheter un briquet très cher, et puis on prend le bus, et tout ça, nous on est là, en fait, à suivre, pour le coup, ce bout de réel, et ça se termine comme ça dans un casino. Tout ça pour dire qu'en fait, cet équilibre entre l'immersion et l'improvisation, d'une certaine manière, l'immersion totale, et puis l'exigence esthétique, en fait, ne fonctionne que si au préalable, on a ultra préparé techniquement le film. C'est-à-dire que nous, je n'ai quasiment revu que des films de fiction avant d'aller tourner Neon People, mais ça allait, par exemple, de Meurtre d'un bookmaker chinois de John Cassavetes au Conformiste de Bertolucci, à un film de James Cameron, à un film de Michael Mann, en fait, ou à un film de Vittorio De Sitta, par exemple, La Soufrière, qui est un film des années 50, qui m'a beaucoup intéressé d'un point de vue très concret. Comment est-ce qu'on filme des torboyaux sous terre? Je dirais qu'il y a 2 films intéressants là-dessus qui sont La Soufrière de Sitta et puis par exemple The Descent, là qui appartient vraiment au genre de l'horreur. Donc on a beaucoup en fait avant préparé techniquement, aussi bien en termes de cadre, d'éclairage, qu'est-ce qu'on veut, les fameux néons qu'on avait, on avait réglé les températures de couleur, les intensités, en fait de manière en permanence à pouvoir se dire n'importe quoi peut surgir dans une bande. Ça peut être lui qui parle ou un autre, donc pas de perche, parce que s'ils se mettent à parler, on va pas d'un seul coup percher, donc ils étaient tous équipés évidemment de micro HF. Donc c'est en fait l'équilibre à trouver, il est celui-là, c'est-à-dire d'un côté, on est du côté de l'hypermaîtrise, on pourrait dire, mais cette hypermaîtrise-là, elle va permettre au réel, avec beaucoup de guillemets, en fait, de se déployer. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, très bien, très bien, très bien. Il y a quelque chose dans ce film aussi qui est assez particulier, c'est que quand on découvre le film aujourd'hui en 2025, et on découvre cette communauté extrêmement fragile, parce que c'est une communauté fragile, comme si... Michael Cimino filmait souvent des groupes qui se défont un peu. Et j'ai l'impression qu'il y a dans le film une manière comme ça de prolonger une espèce de rêve brisé avec une communauté plus fragile. On pense aussi à Ford, parce que c'est quand même un western souterrain ce que l'on voit, pour le coup, j'ai l'impression. Mais là où je veux en venir, c'est que il y a un moment, on se dit, mais ce que l'on voit, cette communauté-là, elle n'est pas forcément liée, à la société politique actuelle aux États-Unis. On a l'impression que c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Et je ne peux pas ne pas te poser cette question parce que je ne te l'apprends pas. Enfin, je crois que tu es suffisamment serein pour le savoir, mais c'est quand même un film qui a aussi, ne serait-ce que par son cinéma, donc par sa mise en scène et parce que ça dit un geste, il y a un geste politique. Donc, on ne peut pas ne pas à un moment se dire, et peut-être que dans la tournée que tu as pu faire autour de ce film, il y a des gens qui ont pu te parler de l'Amérique d'aujourd'hui, donc l'Amérique de Trump ou je ne sais quoi. Moi, j'ai cette sensation que il y a quelque chose qui, parce que le cinéma, peut-être parce que ma cinéphilie aussi, me rappelle que ça peut exister, ça a existé, ça existe depuis un certain temps. Et je me dis, donc, ça ne parle pas forcément de l'Amérique d'aujourd'hui, ça parle forcément de
de tout le monde, de tout le monde. Bah oui, oui. Et en même temps, je me dis, mais est-ce que le fait est que ça peut parler de tout le monde, alors que tu poses ta caméra en Amérique et que tu ne la poses pas en France? Tu l'as très bien dit dès le début, et sache que je voulais te poser une question à la fin de l'émission où je voulais te dire, mais et la France dans tout ça? Mais je crois que tu y as plus ou moins répondu, mais ça serait bien que peut-être que tu développes, parce que c'est vrai que je me pose souvent cette question, mais ça, ce que l'on voit aux États-Unis, ça se trouve aussi en France. Bien sûr. Et je ne dis pas il faut le faire en France, mais je dis voilà, nous sommes, toi et moi, français. Nous partageons une cinéphilie qui est effectivement américaine, mais aussi française. Et il y a des choses. Et en fait, mes questions ne sont pas des reproches. Mes questions sont vraiment, pour le coup, des questions. Non, mais bien sûr, je comprends bien. Non, mais bien sûr. Le rapport à la politique. Petit 2, le fait est que ça peut parler à tout le monde. Et petit 3, ce contexte. Qu'est-ce que tu fais de tout cela? Est-ce que la politique peut parfois déborder, tellement déborder, que tu peux ne pas la maîtriser par rapport à ce que le film dit aussi? Oui. Alors, écoute, alors je commencerai par le côté intemporel, c'est-à-dire le côté le guépard. C'est-à-dire qu'il faut que tout change pour que rien ne bouge. Le film se termine par des portraits en noir et blanc des gens des tunnels. Certains ont fait partie du film qu'on vient de voir et d'autres n'ont pas fait partie du film qu'on vient de voir. Donc c'est une communauté, je dirais, presque élargie par rapport à ceux qu'on a vus. Donc des portraits chose que j'avais déjà fait dans We Blew It, qui sont comme ça des portraits des gens qui nous regardent, regard caméra, pendant 20-25 secondes, en noir et blanc. J'ai toujours beaucoup aimé le jeu entre le noir et blanc et la couleur. Cette séquence-là, je dirais presque indépendamment de l'émotion ou pas qu'elle peut procurer, c'est pour moi deux choses. Je dis ça pour répondre précisément à ta question. C'est évidemment une référence ou une évocation, où j'espère que dans l'œil de celui qui va regarder ça, il va se dire, ce type de portrait, ça me rappelle quelque chose. Et évidemment, ce sont les photos de Walker Evans et Dorothy Lange de la dépression dans les années 30. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est de me dire, c'est de l'ultra contemporain, ce qu'on est en train de faire, c'est ici et maintenant, à Las Vegas, et en même temps, ça a toujours eu lieu. En fait, ce qui change, c'est que c'est plus des hobos sur des routes, mais au fond, c'est toujours combien est-ce que notre modèle de société occidentale, la société de consommation, produit toujours quelque chose du l'ordre d'une contre-humanité refoulée, d'un contre-lieu, etc. Ça a été les hobos sur les routes, ça a été Wellman, ça a été les raisins de la colère, et maintenant, c'est des jours des tunnels. Mais en fait, qu'est-ce que ça change? C'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré. Puisqu'évidemment, aujourd'hui, on arrive à presque à une sorte d'interlocution absolument impossible entre le monde du haut et le monde du bas. Ces gens-là, eux-mêmes le théorisent. On est des invisibles. Et d'ailleurs, c'est pour moi tout je dirais, le sens du générique. Moi, je suis très attaché au générique. Ça va être mon côté analyse de film du cinéma américain. J'ai toujours beaucoup aimé les séquences d'ouverture et les séquences génériques du cinéma américain. Ils ont cette espèce de capacité. D'où ma question sur le générique de ton propre film, où j'ai été très intrigué le fait est que le titre arrive après le fait est que tu dises. Bien sûr. C'est réalisé par moi-même. Absolument. Et après, le générique. Ouais. Et après, à la fin du générique, il y a écrit et réalisé par Jean-Pierre. Ouais, absolument. C'est intéressant, ça. Ouais. Voilà. Où en fait, si tu veux, tu es dans le fait d'assumer et de signer intégralement ce qu'on va voir. Tu vois ce que je veux dire? Je me cache pas derrière quelque chose qui m'aurait échappé, etc. C'est mon regard, en fait, là-dessus. Quelqu'un d'autre aurait envie d'aller dans des tunnels, il ferait sans doute un autre film. Et le générique, par exemple, moi j'avais envie, en fait, il vient après cette espèce de séquence d'ouverture dont je te parlais, dont tu disais, on dirait qu'on rentre dans un film de Carpenter. Et moi j'ai beaucoup aimé parce que dans beaucoup de spectateurs, mais je l'avais déjà vécu dans les festivals, etc., il y a 4-5 séquences dans le film où tu te dis, objectivement, là c'est un procédé documentaire. Je parle avec une caméra qui n'est pas loin. Autrement dit, le spectateur qui est toujours un peu conservateur, on est toujours conservateur, on aime bien reconnaître des formes, on aime bien quand les gens restent à leur place.
en fait. Et il se dit, ok, c'est un documentaire. Mais il y a des moments dans le film qui peuvent durer 8, 10, 12, voire 15 minutes. Si tu rentres dedans dans ce moment, avant la prochaine séquence documentaire, tu ne sais pas dans quoi tu es. Est-ce que tu es dans un film de fiction? Est-ce que ce sont des personnages qui jouent des personnages réels dans des tunnels, etc. Et moi, ça m'a beaucoup plu de faire ça, en réalité. De cette espèce d'être sur cette ligne de crête où, par moment, le film, peut-être que je te parlerai d'ailleurs de la séquence de fin qui était prévue à l'origine, en fait, c'est pas qu'il hésite, c'est qu'il veut constamment, en fait, interroger la fiction par le documentaire et le documentaire par la fiction. Et vraiment sur cette ligne de crête. Et le générique, en fait, c'est un peu le même procédé que dans We Blew It, qui commençait par une espèce de précipité d'images des années 60, qui recrachait, mais presque au sens organique du terme, ces images qu'on a dans la tête. On les a vues, on les balance pendant 2 minutes 30, maintenant passons à autre chose, d'une certaine manière. Et j'avais envie qu'il y ait cette espèce de précipité presque un peu, je dirais, clinquant, ultra cliché de Las Vegas. Et en même temps, et là la référence... je dis ça comme ça parce qu'on a encore une fois la référence pour moi du générique, c'était le générique de Blue Collar de Paul Schrader. Voilà. Blue Collar qui se passe, on est dans une usine et puis on est au milieu des ouvriers, ils font des choses, machines-outils, etc. Et par moment l'image se frise. Mais c'est du blues. Dans Blue Collar, c'est du blues. Absolument, c'est du blues. L'image se frise avec des personnages qui sont là, en l'occurrence, des ouvriers. Et c'est pas une référence à Peckinpah, parce que certains m'ont dit que c'est une référence à Guet-apens de Peckinpah du tout. Et or, ce qui m'intéressait dans ce générique, c'est que tous les moments où les titres vont arriver, où les noms des gens vont arriver, le ingé son, le monteur, etc., commencent tous par un plan, en fait, scope de la surface de Las Vegas. À l'intérieur dans chacun de ces plans, il y a un SDF. Et ce qui m'intéresse beaucoup, moi, là, c'est que quand on voit ce plan, le SDF, on ne le voit pas. Et c'est en frisant, en fait, qu'on le sort et qu'on invisibilise la foule derrière. Et je me suis dit, en fait, ce générique, d'une certaine manière, c'était pour moi une forme de mise en abîme de notre regard. On a tous été touristes à Vegas. On s'est tous baladés sur les strips comme des zombies, avec des sodas, en passant dans des... Parce que Vegas, c'est une ville sur laquelle il ne faut pas porter un jugement moral. C'est quelque chose de fascinant, d'effrayant. C'est une forme de presque de monde avec lesquels on n'a pas, sur lesquels c'est difficile de presque de porter un jugement tellement c'est évident, c'est quelque chose de complètement délirant. Et moi, ayant vécu beaucoup de temps, ayant passé beaucoup de temps à Vegas avant d'aller dans les tunnels au fil des années, je me suis rendu compte c'est quoi mon regard quand moi j'y allais comme touriste. Et ben, j'étais sur le strip, je me baladais, je voyais des armées de gens. Je dirais aujourd'hui des armées de gens zombifiés, d'où le fait que je pique à un moment donné le plan à Casino Scorsese, peut-être qu'on y reviendra à la toute fin du film, des armées de gens zombifiés, armée à laquelle moi j'appartiens intégralement. Il y a objectivement, si je regarde, ça peut être l'influence de The Livre de Carpenter, mais j'ai pas de lunettes, mais je me dis si je regarde, non pas si je vois, si je regarde, il y a partout des homeless, objectivement. Mais ils sont, moi-même, dans mon regard de consommateur occidental, allant à Vegas, etc., je les vois, mais je les regarde pas. Et je me suis dit, le générique, en fait, on va partir de ce plan ordinaire, je dirais, du touriste que j'ai été, et d'un seul coup, dire, voilà le programme du film. Celui qu'on ne voit pas devient le personnage principal, et la foule derrière va s'invisibiliser, parce que je peux te dire qu'après avoir passé du temps dans les tunnels, etc., mais de façon très, presque quasi physiologique, c'est-à-dire que la monstruosité, le dégoût, la saturation, au bout d'un moment, elle vient à partir du moment où tu remontes en surface. Et moi, je me sentais très à l'aise avec les gens des tunnels au bout d'un moment. Évidemment, c'est crade, c'est dangereux. Tu parlais du western, c'est la loi du vieil west dans les tunnels. Il n'y a pas de flics, c'est la loi de la survie. Le téléphone ne capte pas, peut-être. Mais à la fin, il y avait des codes d'honneur, une forme d'humanité, d'entraide et de survie aussi. C'est un milieu extrêmement violent qui, à mon avis, avait complètement déserté la surface. Et à la fin, je me suis dit, geste très... au point de vue très romérien, en fait, eux, c'est nous. Eux, c'est nous, ça veut dire les zombies, c'est nous. Donc, pour répondre à ta question sur la dimension universelle, j'espère bien que les gens qui regardent le film ne se disent pas dans leur petit confort bourgeois, tu vois, la morale en bandoulière. Oui, mais heureusement, c'est les États-Unis, heureusement, c'est loin, c'est Vegas.
Moi, je me souviens qu'à l'époque des JO, on a fait des quarts de homeless qu'on a balancés loin de la ville pour pas qu'ils gênent le spectacle des Jeux Olympiques. Et là, c'est pas Vegas. Hein. Donc en fait, pour moi, Vegas, c'est de cette manière, c'est une version évidemment plus radicale, plus spectaculaire d'une réalité qui touche absolument le monde occidental en réalité. Et j'ai jamais pensé un quart de seconde que j'allais filmer une réalité dont nous, ou en tout cas qui nous est intégralement étrangère. Absolument pas. Et d'ailleurs, pour terminer avec ça, je pense que la dimension universelle de Brandy et de tous ces gens-là, alors je reviens un peu à ce que je disais au début, pour moi, elle passait par leur dimension mythologique. Donc, il fallait en faire des mythes. Mais véritablement. Ouais. Et d'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais parce que tu sais, en fait, comme toujours, quand tu fais des films, tu te poses des questions de mise en scène, et les questions de mise en scène sont toujours des questions humaines, esthétiques et éthiques. Sinon, on fait de la pub, on fait de la belle image, on fait une vidéo YouTube, on fait Instagram. Bon. Voilà, bon bref, c'est complètement autre chose. Et en fait, moi je me suis vraiment rendu compte en arpentant ces tunnels, combien en fait pour les mettre en scène, j'avais besoin moi de hors-champ. Tu sais bien que le cinéma, c'est quand même d'abord identifie ton hors-champ, je te dirai quel est ton cadre après. Et moi j'avais 3 hors-champs en tête en permanence. J'avais, je dirais, le hors-champ le plus évident, qui est le hors-champ politique, social, la surface. L'Amérique contemporaine, le capitalisme, la consommation, l'indifférence générale des uns à l'égard des autres, etc. Le hors-champ évident, que le cadre, d'une certaine manière, parce qu'on est dans cette ville-là, résume à lui tout seul, le haut et le bas. Bon. J'avais, après, l'autre hors-champ, d'une certaine manière, c'était le hors-champ du plan lui-même, de l'espace lui-même. Hein. Cette idée qu'on ne sait jamais d'où va venir la menace. Il y a quelque chose qui pèse. Hein. Le son a été capital en fait dans le film. Hein. Parce que le son qui était tellement étrange, on a l'impression d'être sur la planète Mars par moment, qu'en fait il fait notre cerveau produit par moment des images pour compenser cette scène de son étrange. Et puis il y avait le hors-champ des gens des tunnels. Et le hors-champ des tunnels, ils ont eux-mêmes leur propre mythologie. Et alors, c'est intéressant. C'est que certains d'entre eux, pas tous, mais comme toute communauté, hein, a ses codes, ses rituels et ses mythes, ses légendes, hein, si on veut. Et leur mythologie, c'est qu'il existerait sous Las Vegas un niveau encore inférieur, un niveau -2, si on veut, dans lequel vivraient les vrais mole people. Les mole people, c'est comme ça qu'on les appelle avec un peu de dédain, c'est le peuple taupe. Il y aurait sous eux les vrais mole people. C'est pas eux, c'est des gens encore d'en dessous, des gens qui seraient nés dans les tunnels, qui n'en sortiraient jamais, qui seraient qui n'auraient jamais vu la lumière, qui seraient des albinos, etc., etc. Et donc, elle est structurante cette mythologie pour certains d'entre eux, et moi j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et il y a un moment où JJ, je ne sais pas si tu te souviens, arpente les tunnels. Il est un peu inquiet parce que la plupart des gens des tunnels n'aiment pas être à plus d'1 quart d'heure de la sortie parce qu'en cas d'inondation, tu ne sors pas. Chaque année, il y a entre 10 et 15 personnes qui meurent à cause des inondations extrêmement violentes à Las Vegas. Et on se balade avec lui, puis à un moment, il tombe sur un essai de tunnel circulaire. Il nous dit, mais moi, j'ai peur ici, j'aime pas trop. J'ai mon couteau avec moi. Il dit, vous voyez, au fond de ce tunnel, je n'irai pas. Parce que je ne sais pas les gens qui y a là-bas, on dit que, etc. Donc là, on est vraiment dans une mythologie totalement structurante. Et je me suis dit, c'est là que va s'arrêter le film. C'est-à-dire que le film, il doit préserver ce hors-champ mythologique, comme si, au bout du tunnel, auquel qu'on ne franchira pas, de cette manière, on préservait cette idée que c'est peut-être la porte d'entrée, en fait, d'un autre enfer. Et que moi, je veux laisser tel quel. En réalité. Il y a une zone à laquelle on ne va pas toucher. Je ne sais pas si elle est vraie ou fausse. Elle est peut-être mythologique, mais on ne va pas y aller. Donc, c'est un peu, je dirais, les 3 hors-champs qu'on avait comme ça en permanence, avec, après, par rapport à ce que tu disais, le hors-champ, je dirais, personnel, intime, qui est, encore une fois, les images qui tapissent ton cerveau, contre lesquelles tu ne peux rien, et qu'il faut essayer au contraire de dompter. On a tu parlais de Cimino, etc. Il y a des maîtres qui ont fait des plans avant que toi t'en fasses. Et ben il faut, tu vois, c'est toujours bien d'aller revoir ce qu'ils ont fait, voir les solutions qu'ils ont trouvées, etc., etc. Il y a comme ça, et pardonne-moi de revenir toujours à une espèce de dialectique un peu cinéphile, mais c'est une manière pour moi aussi de
C'est comme ça que je comprends un peu le contenu, les différentes strates comme ça qui progressent de plus en plus jusqu'à quelque chose de chaotique. C'est la forteresse noire, bien évidemment. Mhm. Est-ce qu'on va continuer à y aller jusqu'au bout de ce tunnel? Non, on va s'arrêter là. Bien sûr. Mais la forteresse noire, lui, dit non, on va aller jusqu'au bout Ouais, ouais. et ça dit quelque chose. Il nous reste 3-4 minutes. Je vais quand même te poser une dernière question. Avant cela, je remercie Stéphane Ribola quand même pour l'aide apportée à la conception de cette émission. C'est très important de remercier Stéphane Ribola. Dernière question, et je rappelle quand même que The Neon People, ton dernier film, est en salle depuis le 22 octobre. Dernière question, on en a un peu parlé, mais j'ai envie de terminer là-dessus. Eh ben, parlons un peu d'Invasion Los Angeles, The Live, 88 de Carpenter avec les fameuses lunettes. Qu'est-ce que je vois réellement? Et j'ai envie de te poser cette question, mais qui n'est pas un reproche. Je suis très curieux de ta réponse, en fait, Mhm. vraiment. Mais ces lunettes que tu utilises pour voir réellement, et ensuite tu en fais des films, pour le coup, We Blew It, The Ouais, Neon ouais. People, et tu vois très bien où je veux en venir. Et la France. Est-ce Alors, que parler de cela te permet de parler de la France ou ça n'a absolument rien à voir? alors, deux choses. D'abord, par rapport à, tu mentionnes Zélive, il faut quand même, enfin, alors en même temps, comment dire, j'ai écrit là-dessus dans le bouquin sur Carpenter parce que c'était une des choses que je voulais élucider en Mm. revenant sur Carpenter 25 ans après, qui était la fameuse réponse que nous avait faite Carpenter à l'époque, à Luc Lagier et à moi, quand il nous avait dit sa fameuse phrase Zélive n'est pas une fiction, c'est un documentaire. Et en fait, tout ce que je viens de te raconter depuis 1 heure et quart, en fait, est contenu là-dedans. Et alors, on n'a pas le temps de développer, mais quand Carpenter te dit, pour arriver à documenter l'Amérique de 1988, il faut que j'en passe par de la fiction. Donc, quand il nous dit, Zélive n'est pas une fiction, c'est un documentaire, il veut dire exactement le contraire, à savoir, Zélive est un documentaire et pas une fiction. Alors là, moi, je signe de mes 1000 mains à ça, et sans doute que tout ce que j'ai essayé tu vois, de dire, d'expliquer, etc., provient exactement de cette intuition absolument géniale qu'a eu Carpenter dans Zélive, avec ses lunettes dont on sait qu'elles sont de cette manière la métaphore du geste de cinéma. Hein, puisque dans Zélive, au début, il y a des pauvres partout. Comme moi, quand je vais à Las Vegas, ils sont là, ils traînent, ils sont dans les rues, personne ne les regarde. Et pourtant, les films, hein, ils sont là, ils sont dans le cadre, etc. Mais il y a un moment donné, je dirais que l'image, en fait, je dirais simple, documentaire, ne suffit plus à voir le réel avec beaucoup de guillemets. Et donc, il faut mettre des lunettes. Et ces lunettes, c'est la fiction. Et c'est ça qui est. Et moi, j'ai mis 25 ans à comprendre cette phrase de Carpenter. Après, on peut revenir, y compris sur les paradoxes qu'adorait Godard. Méliès a inventé le documentaire et Lumière l'impressionnisme. C'est vraiment quelque chose qui traîne depuis très très longtemps. Et là, pour rester sur un modèle, on pourrait dire américain, que Carpenter avait en fait théorisé avec son talent à lui, l'air de rien, parce que c'est pas un film qui nous assène, ce que je suis en train de te dire, hein, tu vois, mais qui moi a été sans doute que, enfin, c'est même pas que ça a été dans ma tête, c'est une conviction que j'ai depuis toujours sur ce que cette espèce de différence que je ne comprends pas entre, en tout cas chacun dans sa case, d'une certaine manière, entre le documentaire et la fiction. Après, la question de la France que tu me poses, il y a sans doute des gens formidables qui auront un rapport intime, un sixième sens, une connexion. Enfin, tu vois que la France, voilà, excitera, ils sauront quoi en dire. Moi, c'est pas mon cas. En fait, moi, j'ai besoin d'abord d'avoir des images, des plans, d'un territoire que je comprends. Enfin, quand je dis je le comprends, c'est-à-dire que je sais ce qui m'émeut. J'aime le rapport, si tu veux, aux États-Unis, cette espèce encore une fois de rapport à la fois effrayant et fascinant, cette mélancolie, tu vois, qui moi, même à Las Vegas est présente, le flux, la solitude, et malgré tout, une puissance de la ville comme on peut l'avoir à Los Angeles. Côté manien, c'est sans doute cette raison pour laquelle j'aime autant les films de Michael Mann, c'est qu'il a su nous dire que malgré tout ça, le capitalisme, la consommation, la solitude, etc., il y a une spiritualité dans ces villes américaines. Donc, moi, la France, en fait, là, très spontanément,
j'aurais pas du tout ni de connexion, ni d'envie ou d'excitation, tu vois, cinématographique, mais sans doute que mon rapport, mais ça c'est mon côté français. C'est comme toi, notre rapport à l'Amérique, au cinéma américain, il y a toujours eu cette espèce de rapport d'attraction-répulsion à l'égard des États-Unis. Tu Oui, vois, bien sûr. et on l'a quand on parle de cinéma américain, on a aussi quand des Français sont allés dire à un moment, mais ce cinéaste que vous pensez négligeable et en fait est un grand. Et je pense que j'ai pas fait un film américain, j'ai fait le film d'un Européen amoureux du cinéma américain sur une société et comme l'Amérique et le cinéma américain, il n'y a pas de distinction. En fait, en réalité, pourquoi est-ce que moi j'irais recréer une espèce tu vois, d'écart entre l'Amérique et le cinéma américain, et donc entre la fiction et le documentaire. En fait, et on en a souvent parlé, comprendre l'Amérique, c'est voir les films américains. Donc je me dis, moi j'ai envie de comprendre l'Amérique, donc je vais faire un film, si ce n'est que c'est un dialogue transatlantique. Je resterai toujours un Européen. Je peux passer 25 ans aux États-Unis, il y a une part de mon cerveau qui est accoutumée, intéressée, familière de la culture, de l'espace américain, etc., de l'espace métaphysique américain, de la poésie de l'ordinaire, de la poésie du diner, de la serveuse, etc., et une part de moi qui reste évidemment européenne. Mais j'ai l'impression que en tout cas pour moi, pour l'instant, c'est plus productif de garder l'œil européen sur les États-Unis. A priori, il y a des Américains qui font un truc formidable sur la France, mais d'autres le feront bien mieux que moi, à mon avis. Le 22 octobre dernier, donc, sortait The Neon People de Jean-Baptiste Torres, son dernier film en date. Et en tout cas, je suis très content qu'il ait accepté. Je sais que c'est un merci à toi, Samir, pour l'invitation. Et qu'on ait pu parler du film à notre manière. Merci. Et surtout qu'on a pu en parler, si tu veux, ce qui est intéressant, oui, c'est que c'est d'en parler aussi sur des questions, d'abord, de pas parler pendant des heures de la question sociale. Elle est capitale, mais dans le sens, un film n'est pas un symptôme. C'est ce que disait toujours Danet, posez-vous la question de savoir, si un film n'est pas un film, qu'est-ce que c'est ? C'est un tract, un livret d'opéra, un ticket de métro. Et si on dit c'est un ticket de métro, c'est que c'est pas un film. Et donc, moi, c'était une question que j'avais en permanence en tête, et c'est bien qu'on ait relié, en fait, je dirais, la question sociale, la question politique et la question esthétique. C'est la même chose, tout ça. Ah c'est même le minimum. Je pense Absolument. que c'est le minimum d'une conversation. Tu reviens quand tu veux, tu le sais ça. Tu reviens quand tu veux. Dès demain soir, on fait Neon People partout. avec plaisir. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samir. À bientôt. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.